Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission, votre émission spéciale entretien. Comme vous savez, notre pays est en proie à beaucoup de guerres. Pourquoi ça? Pourquoi ça, nous nous demandons? À l'est comme à l'ouest, ça ne va pas, ça bouillonne. À Kwamut, ici tout près de Kinshasa, ça bouillonne. À l'est du pays, c'est devenu un théâtre. Pourquoi ça? Aujourd'hui, nous décryptons cette situation de guerre. Nous sommes en alerte. C'est pourquoi, avant d'entamer les chapitres qui concernent la rencontre d'aujourd'hui, pour décrypter la situation qui prévaut en République démocratique du Congo en général et surtout dans l'Ouest, là où nous sommes en particulier, je voulais d'abord vous présenter mon invité avec qui nous allons décrypter l'actualité, que ce soit les discours du chef de l'État à l'ONU, la guerre dans l'Ouest, là où nous sommes, effectivement, à Kwamut, ce n'est pas loin de Kinshasa. À l'Est du pays, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Guy Bao, qui est un haut cadre de l'UDPS, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Comme je le disais dans l'entame de notre entretien spécial d'aujourd'hui, le chef de l'État s'est déplacé, il a fait autant de jours. Est-ce qu'il est déjà revenu? Oui, depuis hier, il est au pays. Il a fait un périple au niveau des États-Unis où il a participé particulièrement à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est revenu, on m'a dit qu'il est revenu avec un titre, on lui a donné, je ne sais pas, c'est quel titre déjà? Bon, ce sont des titres de reconnaissance au niveau panafricain. Okay. On reconnaît ses efforts par rapport à la paix, à la bonne gouvernance, c'est un peu ça. Très bien. Nous entamons directement cette émission, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, notre pays est en ébullition. On se pose des questions par-ci, par-là, mais qu'est-ce qui se passe réellement? À l'est, à l'ouest, à l'équateur, vers le nord, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces gouvernements? Qu'est-ce qui ne va pas? Les efforts sont-ils consentis pour éradiquer ce genre de choses? Pourquoi les Congolais ne peuvent pas dormir tranquilles chez eux? C'est pour cette raison, on décrypte, nous ne pouvons pas aborder cette mission avec beaucoup de passion, parce que nous sommes un peu au milieu du village. Si nous abordons cette émission avec beaucoup de passion, ça ne sera pas bien. Quelle lecture faites-vous, M. Guy Bao, sur la situation qui prévaut dans les Bandundu? Ici, à Kwamut, ce n'est pas loin d'ici, dans les Maïndombe ici. Je crois que l'ensemble de la situation au pays, que ce soit sécuritaire, politique, sociale et économique, le président de la République en a parlé lors de son discours à l'ONU. Je m'excuse un peu de revenir vers là, parce que le président de la République, dans ses discours, vous allez constater, c'est un discours qui était divisé en deux parties. La première partie était consacrée aux défis majeurs planétaires, la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté, la situation climatique et le bien-être collectif. Bien sûr, il y a eu aussi à réclamer les 2 places pour l'Afrique au sein du Conseil de sécurité et la levée des sanctions contre les Zimbabwe. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet de ce discours, le président a parlé de problèmes internes au Congo. Et là, parmi les rares fois, le président de la République a parlé des causes des problèmes que nous avons au Congo. Là où je parlais des causes lointaines, il y a 2 problèmes majeurs dont le président a explicité. Premièrement, c'est nos richesses. Le Congo, c'est un pays immensement riche qui attire des convoitises de plusieurs puissances, de plusieurs voisins. C'est ça la base de notre problème. Et la deuxième cause, c'est la lutte de leadership dans la sous-région. Le président l'a dit dans son discours. Peut-être les gens n'ont pas fait attention. Et sur ce point-là de la lutte de leadership, je vais rappeler à l'intention de l'opinion, Laurent Désiré Kabila Mouzé, avant sa mort, il avait fait une interview où il avait expliqué qu'au cours d'une réunion de présidents africains de l'Afrique centrale, le président ougandais était en train de dire « Nous avons besoin d'un dirigeant faible au Congo ». Malheureusement, Laurent Désiré Kabila n'est pas faible et il n'écoute pas les conseils.
Donc ça, je l'ai rappelé pour rejoindre les causes telles que le président de la République l'a décrit dans son discours devant les Nations Unies. Donc il y a nos richesses qui nous attirent des convoitises, et puis il y a la lutte de leadership. Le président rwandais, qui a été pointé du doigt, a constaté qu'il est en train de perdre son leadership dans les Grands Lacs, et il est en train de faire agiter les choses là au niveau de l'Est. Maintenant, au niveau de l'Ouest du pays, parce que vous avez posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que d'après les premières informations que le gouvernement a recueillies, il y a une main noire derrière ces conflits latents entre les peuples Teke et Yaka. Il y a une main noire. En tout cas, nous sommes en train de mener des investigations pour essayer d'expliquer à la population ce qui se passe réellement. Mais ce que nous constatons, il y a mort d'hommes, il y a autant de déplacés, la situation humanitaire commence à devenir catastrophique. C'est la raison pour laquelle nous profitons de votre plateau pour lancer un appel à la paix, un appel à l'unité, à la cohabitation ethnique, à l'intention des Congolais, et un appel à la prise de conscience. Parce que nous sommes en train de vivre une situation où il y a la responsabilité des Congolais qui se font manipuler par l'extérieur pour déstabiliser leur pays. Oui, mais quand vous parlez de main noire et que vous n'êtes pas en mesure de dire cette main noire-là, c'est laquelle, c'est quelle main? Non. Vous n'êtes pas en mesure de nous le dire. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Les journalistes avaient déjà fait des sonnettes d'alarme depuis longtemps qu'il y aura quelque chose qui va se passer à l'Ouest ici. Justement, nous ne pouvons pas parler à la légère. Le temps de réunir tous les éléments de preuve. Vous savez, lorsqu'on est dans un état de droit, il faut présenter les preuves, il faut présenter les faits tels que ça s'est déroulé. Donc c'est ça la réalité, parce que nous l'avons constaté, contrairement à ce qu'on dit, il y a une peur bleue dans l'opinion politique. Il y a les politiques qui ne veulent pas aller aux élections. Sûrs de leur défaite, ils veulent qu'on aille aux négociations politiques, partager les pouvoirs. La peur des élections, la peur de la victoire de Félix Tshisekedi comme président de la République. Mais s'agissant de la main noire là, les investigations continuent. Lorsque nous allons réunir toutes les preuves, nous allons passer à la communication pour informer l'opinion. Retournons un peu à l'ONU. Le discours du chef de l'État, c'est un discours qui a été vraiment très apprécié par ceux de son camp. N'est-ce pas que ceux de l'opposition n'étaient pas obligés de saluer ces discours. D'ailleurs, certaines langues disent d'ailleurs qu'il a manqué l'occasion de ces termes. Je ne sais pas, selon vous qui êtes au pouvoir, selon vous qui êtes proche du chef de l'État, qu'est-ce qu'il a parlé de remarquable dans ces discours, surtout concernant notre pays, la République démocratique du Congo? Non, ce qu'il y avait de remarquable, le président a pointé du doigt, comme je disais tantôt, la cause de la guerre. Il a pointé les responsabilités, la République du Rwanda, à travers son président, M. Paul Kagame. Si le président avait raté une occasion de se taire, le président rwandais, une journée après, il n'allait pas dire qu'on a jeté de l'opprobre sur son pays. Ça, c'est nos frères de l'opposition qui ont plutôt raté une occasion de se taire. Il y a des enjeux tels que l'intérêt des Congolais est en jeu. Il ne leur appartient pas de jouer aux démobilisateurs. Ils ne vont rien gagner. Bien que nous savons qu'ils ont très peur des élections, mais malheureusement pour eux, nous sommes prêts. Nous allons aller aux élections et le peuple va trancher. Le président a pointé du doigt la responsabilité du Rwanda et le président a démontré à l'opinion internationale que jusqu'aujourd'hui, le président rwandais est incapable de nous montrer le carré des kilomètres occupés par l'FDLR, qui sont venus d'ici. Donc ça, c'est un prétexte souvent utilisé par les Rwandais. Absolument. Le président a démontré comment nous avons mené des opérations conjointes avec le Rwanda, où nous avons rapatrié tous les FDLR et leurs familles. Le président a démontré qu'il n'y a aucun soldat congolais qui est allé déranger la République rwandaise. Alors tout ça, le président a démontré la bonne foi, la diplomatie de la RDC. Et en plus, le président a demandé au bureau du Conseil de sécurité de distribuer les rapports de la MONUSCO où la responsabilité du Rwanda
est indexé avec preuve à l'appui que ces rapports-là, si ce n'est pas distribué, ça va entamer la crédibilité des Nations Unies. Voilà. Donc c'est un discours courageux pour le dire, il faut être fait Tshisekedi. Je souligne en passant que même Alexis Moutanda Ngoïmouana, notre PDG, a aussi salué vraiment un discours profond, un discours vraiment dont les contenus étaient plus clairs. Et il a aussi, dans le même sens, demandé à ce que ces discours-là, ou soit ces rapports, les rapports mapping, soient distribués, soient vulgarisés de telle sorte que ce sont les experts de l'ONU qui ont fait ça, qui ont confectionné ces rapports. Et pourquoi ce n'est pas encore distribué, ce n'est pas encore divulgué ou vulgarisé au niveau de la communauté internationale? Donc c'était ça son souci. Justement, c'est la demande que le président a fait à la tribune des Nations Unies, dont nous attendons. Les diplomates vont suivre maintenant l'exécution de cette vision-là. Donc nous sommes dans les bons, tout s'est bien passé et même l'opinion a applaudi. Ceux qui n'ont pas applaudi, c'est leur droit le plus légitime. Ouais. Mais le plus important, c'est que le président a défendu les intérêts du Congo à travers son discours. Est-ce que vous n'avez pas... Selon moi, je pense que c'est un discours révolutionnaire, la manière de Sankara, les Lumumba, tout ça. Vous n'avez pas décelé ça peut-être, je ne sais pas. Bon, vous citez d'éminentes personnalités, le Premier ministre Lumumba, le président Sankara, ce sont d'éminentes personnalités. Nous ne pouvons que nous inspirer de leur parcours, mais il n'y a pas de crainte, c'est un Congolais, c'est un responsable congolais qui a parlé pour défendre les intérêts de son pays. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, mais il y a plus de peur que du mal. Tout a été dit, l'essentiel, le plus important, c'est que l'humanité a compris que c'est le président de la pays solution qui parle au monde. Très bien. République démocratique du Congo, pays solution, mais elle gagne quoi? La RDC, elle gagne quoi? La RDC va gagner la stabilité mondiale sur le plan climatique, va permettre une évolution harmonieuse. Mais nous, en tant qu'habitants de ces pays solutions, nous avons intérêt à bien définir nos intérêts pour nous permettre de tirer aussi des dividendes en dehors de l'équilibre planétaire que nous allons contribuer. Nous-mêmes aussi, nous devons exister. Pour exister, nous devons être nourris, protégés et bénéficier aussi de ce que nous avons comme richesse que Dieu nous a donnée. Je crois que nous allons bénéficier de quelque chose. Nous sommes en train de parler, mesdames et messieurs, de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, comme vous le savez, à l'ouest tout comme à l'est, au nord. Les Congolais dorment avec la peur dans le ventre. Ils se réveillent avec la peur dans le ventre. Nous sommes en train de décrypter cette situation avec M. Guy Bao, qui est un haut cadre de l'UDPS. Monsieur Guy Bao, vous ne trouvez pas que la situation de Kwamut, non loin de Kinshasa, à la porte de Kinshasa ici, risque même de déranger les programmes, déranger les calendriers des élections? Parce que les élections doivent être inclusives. Il ne faut pas qu'une partie du Congo soit laissée pour compte. Vous ne pensez pas que si on y prend garde, la situation va dégénérer? Oui, effectivement, la situation sécuritaire elle est inquiétante. C'est la raison pour laquelle nous appelons à tout nouveau à la fin de cette situation que nous déplorons. Le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts à travers les différents ministères pour amener la paix à l'Ouest, parce que comme vous l'avez dit, comme conséquence, effectivement, on peut connaître beaucoup de difficultés dans l'organisation des élections dans ces coins-là. D'ailleurs, la rentrée scolaire a été un problème avec cette guerre. Ça n'a jamais été une bonne chose. C'est la raison pour laquelle, dans nos réflexions, nous avons peur qu'il y ait un lien entre cette situation et les gens qui ne veulent pas des élections au Congo. Mais nous estimons que d'ici là, la paix va revenir. C'est vraiment une conditionnalité pour essayer d'avancer. Vous êtes toujours en train de tourner sur ceux qui ne veulent pas les élections. Qui sont-ils? Non, il y a une partie de l'opposition congolaise qui n'est pas prête pour aller aux élections. Parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi, excusez-moi de vous couper la parole, j'ai suivi M. Ferdinand Cambéré qui parlait aux médias que si
Bounagana n'est pas récupéré, le PPRD n'ira pas aux élections. Et si une partie de l'opposition n'intègre pas la CENI, ça ne sera pas facile que nous allions aux élections. Quelle est votre lecture? Non, nous souhaitons qu'ils participent à l'élection parce que nous savons que les amis du FCC ont une difficulté pour la première fois de leur vie en tant que parti politique. Ils vont participer dans une élection où ils n'ont le contrôle d'aucun levier qui les avait permis en 2006, 2011, 2018 de faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que pas de contrôle de la Cour constitutionnelle, pas de contrôle de la CENI, pas de contrôle de l'armée. Comme pas vous de les contrôlez vous maintenant là? Non, nous avons, il y a une particularité. Félix Tshisekedi est devenu président de la République sans avoir un contrôle d'une institution ou d'une structure d'appui à la démocratie. Mais on dit que Kadima c'est son nom, et c'est lui qui est à la Cour constitutionnelle également. Mais heureusement, lui-même l'a reconnu que je ne le connaissais pas. Non, les gens spéculent. Mais ce qui va se passer, la réalité, nous attendons tout le monde sur le terrain électoral. Que les gens viennent, gagnent, et nous allons le constater. Mais malheureusement, ils savent ce qui va leur arriver. Ils ont peur d'aller aux élections. Est-ce que c'est facile d'être dans l'opposition? C'est vraiment facile? Non, pour nous qui avons fait 32 ans, on peut leur dire que... Et 37 ans, on peut leur dire que c'est difficile. Et moi, je comprends leur situation. C'est une question... Parce que s'il faut poser cette question-là à nous, l'UDPS, si on peut vous faire un bilan, c'est un travail qui s'est fait, un travail d'historien. En termes de perte en vies humaines, c'est incroyable, c'est effroyable. Des familles entières abandonnées, des familles avec de parents, des enfants qui sont devenus handicapés, estropiés. Donc vous voyez un peu, c'est un bilan lourd. C'est pas, et ils ont de la chance, ils font de l'opposition dans un régime démocratique. Nous, c'était un régime dictatorial où même le droit de plairer les morts, l'UDPS n'avait plus ce droit-là. Les derniers martyrs de l'UDPS tués lors des événements de 2011 et après, nous avons connu une situation où la police, sur ordre des institutions de l'État, passait dans le morgue en train de retirer les corps et les enterrer. Donc c'est très difficile de faire l'opposition dans les contextes dictatoriaux. Et aujourd'hui, nous leur donnons vraiment une très belle occasion de faire une opposition où ils sont en paix, ils sont dans le calme. Il suffit d'avoir de l'imagination pour implanter son parti. Tu seras entendu par le peuple. L'accès aux médias officiels est libre pour les opposants. Donc, ils sont dans de très bonnes conditions. Mais malgré qu'ils sont dans de très bonnes conditions, leur difficulté, c'est d'avoir un adversaire de taille, Félix Tshisekedi, l'UDPS et l'Union sacrée, qui s'organisent. Et là, ce n'est pas facile pour eux. Monsieur Guibao, je suis encore dans ma soif de constater que vous avez parlé d'une main noire qui serait derrière ce qui se passe à Kwamutu. Je vais d'abord revenir avec vous en 2018. Il y a eu des bouviers, des éleveurs qui sont venus de l'Est. Ils sont venus de l'Est avec leur bétail. Dites-nous un peu, vous qui êtes au pouvoir, comment les services de renseignement, parce que les langues se sont déliées et continuent à se délier jusqu'à aujourd'hui, disant que effectivement ce n'était pas des bouviers, ce n'était pas des éleveurs, mais c'était des guerriers, c'était des militaires. Bon, comment analysez-vous ces faits, parce que ce n'est plus une spéculation? Les gens pensent qu'effectivement ces gens qui étaient venus à Bangombe, à Bango, excusez-moi le terme, n'étaient pas nécessairement des bouviers. Et vous parlez d'une main noire. Mais vous savez quelque chose sans toutefois dévoiler au public que non, c'est ça, c'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce qui se cache derrière ces gens qui sont venus avec leurs bœufs, leurs ceci ou cela? Bon, effectivement, il y a eu ces personnes-là qui ont été identifiées à l'époque. Ils étaient venus effectivement à l'ouest du pays, particulièrement dans le coin que vous avez indiqué. Mais je crois qu'il faut laisser le temps aux enquêteurs qui sont en train d'approfondir les recherches sur le terrain. Il y a déjà plusieurs groupes de criminels arrêtés, bien sûr de présumés innocents. Laissons le temps aux enquêteurs. Les enquêteurs vont nous donner les rapports sur la vérité de l'identité de tous ces criminels-là et leurs mobiles. Donc, un peu de temps aux enquêteurs et
les résultats seront livrés dans l'opinion. Oui, mais quand même, ça doit nous interpeller. Les services de sécurité, les services de renseignement sont là. Comment les gens peuvent quitter, traverser pratiquement toute la République, de l'Est à l'Ouest, jusqu'à la porte de Kinshasa? Les services de sécurité étaient où? Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on commence à spéculer. Est-ce que ce sont des spéculations ou c'est une vérité fondée? Je ne sais pas. Au service de sécurité, bon, parfois, ce sont les journalistes que nous sommes, qui sommes mal vus, qui sommes malmenés. Moindre geste, allez, gogo, moindre geste, ceci, cela. Mais quand il y a des choses sérieuses, pour parler de ces bouviers-là, ils étaient au nombre de combien qui sont entrés en République démocratique du Congo? Jusqu'à la porte de Kinshasa. Où sont-ils maintenant, actuellement où nous parlons? Ces bouviers-là sont où? Ils étaient au nombre de combien quand ils sont entrés? Tu vois, tout ça, c'est la faiblesse aussi de nos services de renseignement qui ne s'acharnent que sur les journalistes. Bon, moi, je ne saurais pas parler de la faiblesse parce que pour parler de ça, il faut avoir eu accès à leurs rapports. Peut-être qu'il y a eu des alertes à leur niveau et il n'y a pas eu attention, je ne sais pas. Attendons seulement les résultats de l'enquête, nous serons édifiés. Mais nous ne pouvons pas aussi applaudir le fait que les journalistes se sont harcelés. Nous sommes dans un régime démocratique. Vous avez le droit de dénoncer ce genre d'attitude. Non, nous sommes ensemble de cœur avec vous, le média. Merci beaucoup, M. Guy, d'être ensemble avec nous. Vous êtes du pouvoir, nous ne sommes pas du pouvoir. Nous ne faisons pas la politique, mais nous accompagnons les politiciens. Nous accompagnons les hommes d'affaires. Nous accompagnons les institutions à caractère social, tout ça. Les religieux, nous sommes derrière tout le monde. Mais ce qui me pousse maintenant à revenir vers Kambere plutôt, pas Kamere, mais Kambere, Ferdinand Kambere. Comment est-ce que vous prenez sa revendication à la légère pour dire que le PPRD n'ira pas aux élections si Bunagana n'est pas récupéré? Ben, c'est un citoyen, hein. Le PPRD c'est un parti de liberté, en tout cas ils évoluent au Congo librement. Je ne peux pas croire un seul instant que nous pouvons leur imposer une participation électorale. Étant donné que nous-mêmes à l'IDPS, en 2006, nous étions dans le pourparler, mais nous n'avons pas participé aux élections, nous avons boycotté par rapport à la transparence. Et nous avons assumé, c'est ça peut-être notre force. L'IDPS ne parle pas en l'air, on assume. J'espère que M. Kambere, ce qu'il dit, il va assumer. Mais nous, le souhait en tant que pouvoir, c'est de les inviter à participer avec nous aux élections. Je sais que c'est difficile d'être dans l'opposition après avoir été 18 ans et dans un contexte différent des nôtres. Même l'adaptation est très difficile, mais nous les invitons à participer au processus électoral où ils vont constater qu'ils seront bâtis à plate couture. Et ils vont tirer des leçons par rapport à la jure politique au Congo. Ok. Parlons maintenant de Bunagana, dont il est question. Bunagana. Même le président de la République, je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement, a créé quelque chose en parlant, disant que les forces kenyanes qui vont venir vont entrer par Bunagana. Est-ce que ce n'était pas une façon d'alerter l'ennemi? Non, le président était en train de communiquer. Il a essayé de dire à tout le monde qu'ils vont entrer par là. Est-ce que c'était vraiment important de dire que ceux qui viennent nous secourir, ceux qui viennent aider la RDC à faire face aux terroristes du M23 vont entrer par... Est-ce que c'était le moment de le dire? Bon, le président, c'est le numéro 1 du pays, c'est le commandant suprême de l'armée. Il a des informations que nous n'avons pas. Il a estimé important d'informer son peuple qui habite Bunagana. Bientôt, il y a une opération et ça va commencer par là. Moi, je ne vois aucun mal. Est-ce que ce n'était pas une façon d'alerter l'ennemi? Je ne pense pas. Je crois qu'il a seulement fait un devoir d'homme d'État d'informer les citoyens qui habitent Bunagana que bientôt il y aura une action salvatrice qui va permettre à ce que le coin soit libéré. Et nous allons y arriver, il n'y a pas de problème. Monsieur Guibao, je parle au nom de la population. C'est cette population qui nous a mandatés pour parler.
pour elle. Dites-nous, il n'y a plus de spéculation à dire notre armée est infiltrée de la moelle épinière jusqu'au pied, de la tête jusqu'au pied. Notre armée est infiltrée. Votre réaction? Non, ça c'est une réalité, on n'a pas à dire non. Comme vous le dites, il n'y a pas de spéculation, nous avons constaté les faits sur le terrain. D'abord, pour la petite histoire, il faut dire à l'intention des téléspectateurs que la première infiltration, nous l'avons connue, hormis la période de Mobutu, où les gens sont venus à leur manière pour infiltrer les institutions de l'État. Nous avons connu l'infiltration en 1997 avec l'arrivée de l'AFDEL. Il y avait beaucoup de troupes étrangères là-dedans. Avec un chef d'état-major général d'une autre armée. Nous l'avons dénoncé à l'époque, on a été taxé de n'importe quoi, tabassé et arrêté. Là où je dis que l'opposition, c'est pas facile, vous avez raison de l'évoquer. On a connu James Kabarebe, chef d'état-major au Congo et chef d'état-major au Rwanda. Après l'avoir arrêté, il connaît le fonctionnement, il a laissé ses collaborateurs et il faut imaginer la suite. Et par la suite, on a connu des brassages, des mixages qui ont abouti à former une armée quelconque. À former une armée qui n'était pas une. Ça nous a mis en difficulté. Et vous voyez maintenant, Félix Tshisekedi arrive en 2019, il hérite une armée infiltrée. Ce n'était pas facile de faire un travail. Il faut louer d'ailleurs la sagesse du président Félix, qui a hérité une situation à pourriture. Même notre armée maintenant est en train de prendre de l'élan. L'armée est en train d'évoluer. Il a mis le moyen, il les a fait confiance. Et au niveau des tribunaux militaires, le procès continue pour sanctionner. Il y a des têtes qui commencent à tomber. Absolument. Hein. Donc vous voyez un peu la volonté que manifeste le commandant suprême de l'armée pour résoudre ces problèmes d'infiltration. Et les derniers gestes que nous avons tous déplorés, c'est le général qui était arrêté, le général Yav, où les soupçons pèsent sur lui d'avoir sensibilisé certains officiers pour laisser les M23 avancer vers Goma. Les chefs de l'État y a dénoncé, bon, il est vrai qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence, mais ce sont des actes qui doivent nous interpeller par rapport à certains de nos frères qui n'ont pas encore pris conscience de l'importance de leur pays. Parce que moi, je me dis, un général, officier congolais qui a fait longtemps, qui va servir les intérêts rwandais, qu'est-ce qu'il aura là-bas comme avantage qu'il ne saura pas avoir ici? Un Congo uni, prospère, mais il aura tout. Est-ce qu'il a pensé à ses enfants? Donc voilà, il y a un côté responsabilité de l'élite congolaise à tous les niveaux par rapport à ce qu'on a comme problème. Et aujourd'hui, on parle aussi des forces ougandaises. Et moi j'ai toujours douté de cette force-là. Pourquoi j'ai dit ça? Regardez par exemple nos pêcheurs qui nous cherchent du poisson au niveau du lac Moero. Lac Victoria, je crois, c'est Victoria, c'est Edouard. Chaque jour, on arrête toujours les pêcheurs congolais. Leurs filets, leurs moteurs hors bord, et même leurs poissons sont emportés. Et eux-mêmes sont prisonniers dans des cachots ougandais. Mais pourquoi Et vous entendez les gens dire que non, c'est la marine ougandaise qui a arrêté les pêcheurs congolais dans les eaux que nous partageons, nous les deux pays. Pourquoi notre pays n'a pas des marins dans ces coins du pays? Il faut seulement que nous ayons des gens pour dire oui, bon, allez négocier pour qu'on relâche les Congolais qui ont été arrêtés. Et pourquoi les Ougandais sont plus forts que les Congolais à ce niveau-là? Ça inquiète quand même, M. Guibao. Non, ils ne sont pas plus forts que nous. Je vous ai décrit les contextes avec lesquels le président a hérité les pays et toute la situation. C'est un contexte où la force de la RDC à tous les niveaux est en construction. C'est-à-dire nous avons des priorités. Faire de cette armée une armée nationale républicaine, lui donner le moyen pour faire face à toutes les menaces jusqu'à se déployer au niveau des frontières sensibles. Je crois que ça va arriver avec le temps. La condition était difficile. Tu ne peux pas être un commandant suprême d'une armée où tu ne contrôles pas l'essentiel des officiers.
C'est presque un exploit là où nous sommes aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Mais à quand la marine congolaise sur les lacs Édouard? Ça va venir, ça va venir. Mais ça en va même venir temps, parce que les Congolais sont en prison là-bas. L'armée congolaise est en train de monter à puissance. Les Congolais qui sont en difficulté ailleurs, leurs problèmes seront résolus. Mais l'armée est infiltrée. Jusque-là, ce n'est que... Imaginez que vous avez plus de 40, plus de 50 généraux. Que dire des colonels? Que dire des majors? Que dire des caporaux? Tout ça, vous êtes en train de nous décrire l'état dans lequel Félix Tshisekedi a hérité notre armée. Et que faire maintenant pour que l'armée soit l'armée et les services de renseignement. Non, ce qu'on doit faire, les réponses ont été déjà données. La première des choses au niveau de cours et tribunaux militaires, les traîtres doivent être poursuivis et enlevés de l'armée. La deuxième des choses, il faut mettre l'homme il faut à la place qu'il faut. Les Congolais qui méritent au sein de l'armée doivent bénéficier de la promotion et des responsabilités dans la gestion. La troisième des choses, je crois, il faut insister sur le patriotisme. Nous avons besoin des Congolais patriotes au sein de notre armée. Et enfin, donner les moyens. D'ailleurs, il y a aussi une autre piste de solution, le recrutement des jeunes. Vous voyez, le président s'est investi sur ça, que les jeunes puissent adhérer à l'armée, entrer dans l'armée. L'armée va les former, l'armée va les éduquer. Et avec ça, dans les 5 ans, nous aurons une armée responsable, une armée républicaine au service réellement des Congolais. Nous avons parlé des forces kenyanes. Ce sont des forces de la région, de la sous-région qui vont venir à la rescousse de la RDC. Et compte tenu, nous avons plus de 250 groupes armés, que ce soit les groupes locaux, comme vous voulez, des nationaux, que ce soit des étrangers, plus de 250. Bon, vous n'êtes pas militaire, bien entendu, mais par où les troupes qui viennent à la rescousse de la RDC vont commencer? Ils vont attaquer principalement les M23, les ADF, ils vont, avec toute cette nébuleuse-là des groupes armés, par où ils vont commencer? Bon, d'abord, il y a un travail qui a été fait par notre armée. Le nombre de groupes armés ont diminué sensiblement. Un autre groupe, je crois, les tout derniers étaient en pourparlers avec notre gouvernement à Nairobi. Les choses sont en train d'évoluer. Et au niveau de cette force, il y a un état-major qui va travailler conjointement avec notre état-major général. Je crois qu'ils sauront sur le plan tactique par où commencer. Ça relève du domaine des stratèges, des militaires qui ont la maîtrise de la situation sur le terrain. C'est vous qui êtes au niveau de la présidence de la République. L'UDPS, c'est elle qui gère ces pays. C'est vrai que nous abordons maintenant les sujets qui touchent la justice congolaise. Il y a un gros poisson qui a été dans les filets des enquêteurs, tout ça. Je parle de Vidi et Chimanga, les collaborateurs du président de la République. Il y a même un journal qui a titré « Les rituels a été respectés ». Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, effectivement. On l'a arrêté, on l'a relâché. C'était même pas une semaine, moins d'une semaine. Les rituels a été respectés. Comment ça vous fait? Justice à deux vitesses ou comment? À vous la parole. Non, effectivement, nous avons suivi cette affaire. La première observation à dire à l'opinion, c'est que dans une démocratie, dans un état de droit, il y a le principe qu'on appelle le principe de la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, dirigé par le président de la République et toutes les institutions du gouvernement, et machin. Il y a le pouvoir législatif avec le Parlement, les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Enfin, il y a le pouvoir judiciaire. Et chaque pouvoir fonctionne dans une indépendance vis-à-vis des autres institutions. Donc, Vidier a été arrêté par la justice, il a été relâché par la même justice. Là-dedans, il n'y a pas une responsabilité du chef de l'État. Peut-être ça doit nous interpeller des efforts à faire pour que nous puissions expliquer d'abord le fonctionnement des institutions dans une démocratie. Ça, nous appelons aussi à vous en tant que médias responsables et éducateurs de la masse, d'appeler aussi les spécialistes de droit pour des émissions de sensibilisation que le peuple comprenne. On peut arrêter quelqu'un ou les libérer
contre la vie même du président de la République qui ne gère pas la magistrature. Voilà. Donc il y a cet aspect-là. Parce que la je ne justice... coupe pas la parole, mais ça doit quand même interpeller. On arrête quelqu'un. Destination Makala. Est-ce que vous l'avez suffisamment entendu? Est-ce qu'il s'est expliqué? 3 jours, 4 jours après, la même personne est relâchée. Elle rentre chez elle. Un homme libre. Oh non, bah, ceci, c'est là. Vous ne voyez pas que ça décrédibilise un peu? Est-ce que c'est la précipitation ou c'est quoi? Non, je comprends la préoccupation de l'opinion. C'est ce que nous essayons de dire. La justice, elle est indépendante. Ça, c'est le principe. Mais nous devons nous battre pour une justice de qualité. Parce que j'ai suivi les avocats de M. Vidier. Ils ont dit que les éléments qui ont prévalu à sa libération, c'est que ce sont des faits qui se sont commis à l'extérieur du pays et ils ne pouvaient pas prendre ça. C'est leur point de vue. Voyons voir un peu la suite, c'est qu'on va nous dire. Mais tu m'en connais pas seul. Tout l'entourage du chef de l'État. Non, il ne faut pas parler de tout l'entourage. Tout l'entourage n'est pas concerné non, mais pas tout l'entourage, mais ceux qui ont été interpellés, qui sont plus proches du chef de l'État. Il y a toujours ça. On arrête, on relâche. Ça, c'est au niveau de la justice. Nous ne voulons pas la justice est restée pour les petits peuples, les pauvres. Non, il n'y a pas une justice juste. Nous nous battons pour que la justice soit une justice au service de la population. C'est un défi. Nous avons hérité. Vous savez, le sénateur à vie, M. Joseph Kabila, pendant qu'il était le président de la République, comment il avait qualifié la justice il y a 10 ans. Il avait dit c'est une gangrène. Une gangrène, c'est comme une maladie qui se propage dans tous les corps. Ça, c'est le sénateur Kabila. Donc, le président Félix a hérité. D'ailleurs, il faut applaudir avec l'avènement du président Félix Tshisekedi. On commence au moins à mener les gens vers Makala. C'est-à-dire, c'est un pas. Nous, collaborateurs du chef de l'État, au moins, nous retenons une leçon. On n'est pas invulnérable sur le plan judiciaire. Mais quand quelqu'un part là-bas, M. Guiba, s'il vous plaît, quand quelqu'un part là-bas, il dit à ses gens, non, je vais revenir. Non, ce n'est pas grave. Ça, ce n'est qu'un pas. C'est-à-dire que nous commençons à nous rendre compte, nous, politiques, qu'il y a un pouvoir judiciaire qui peut nuire à notre liberté à tout moment. Même si on peut arriver à obtenir une liberté provisoire, ce qui est aussi dans la procédure. Mais au moins, nous retenons que nous, pendant les règnes de Félix, on a la facilité d'être appréhendé par la justice. Ce qui n'était pas le cas hier. Donc c'est une avancée. Vous voyez un peu. Donc dans cette lutte-là contre la corruption, il y a beaucoup d'avancées. Question de veiller, de dénoncer comme vous êtes en train de faire. Ça va nous permettre, nous, opérateurs politiques et opérateurs judiciaires, de prendre conscience, de s'éloigner un peu de la caisse de l'État. Moi, je pense qu'il y a des avancées, même si les défis est énorme, mais il y a des avancées. Aujourd'hui, je retiens, je peux facilement me retrouver en justice, et ce qui n'était pas le cas hier. Donc, c'est un pas. Le lendemain, dès que nous allons maintenir la sensibilisation, la pression vis-à-vis du pouvoir judiciaire, je dirais que les gens ne vont plus quitter la prison. Oui, mais nous sommes toujours inquiets. Vous voyez les petits Koulouna, bon, ce pas des petits Koulouna, mais des grands Koulouna, mais les Koulouna. Il y a quelqu'un qui prend un téléphone, il se retrouve à Makala, parfois quand Makala c'est mais ceux qui détournent des millions sont arrêtés aujourd'hui et demain ils sont relâchés. Mais ça doit poser la question. Non, même pour le Koulouna, même pour le Koulouna, il y a la même critique. Il y a la même critique. Si vous partez à la cité, on reconnaît qu'il y a des Koulouna qui ont été arrêtés et puis relâchés. Donc la remarque elle est générale, et pour le Koulouna en cravate et pour le Koulouna qui ne sont pas en cravate, c'est une remarque générale. Mais Monsieur Guibao, s'il vous plaît, est-ce que notre pays est sous embargo? Oui, c'est une forme d'embargo déguisé, parce qu'il y a des armes avant d'acheter, il faut citer les types de ces armes-là. Donc l'information est à la portée de tout le monde, ce qui fait que nous avons peur de faire ce genre de commandes. Donc c'est quand même une forme d'embargo déguisé. Comment voyez-vous maintenant? Est-ce qu'il faut toujours compter sur l'Occident ou votre gouvernement, votre pouvoir peut se tourner ailleurs? Non, on doit d'abord compter sur nous-mêmes, sur le peuple congolais, sur notre génie. Et ensuite, comme on est dans un monde interdépendant, on ne peut que compter sur tout le monde, sur ceux qui sont disposés à nous aider ou à nous accompagner.
J'avais dit à l'introduction que notre pays, la République démocratique du Congo, est appelée pays solution. Et la solution, les Congolais ne sont pas encore... il n'y a pas de retombées jusque-là, même que ce soit sur le plan climatique. Combien la RDC reçoit par mois, par an, on ne sait pas, Guibao. Tu peux nous expliquer ça, pays solution? Moi, j'ai encore des doutes sur ce thème-là, pays solution. En fait, on est solution dans la mesure où, grâce à nous, grâce à la discipline que nous allons pratiquer par rapport à la gestion de l'environnement, l'humanité va tirer des dividendes. Okay. C'est dans ce sens-là. Mais nous avons dit aussi qu'il y a des conséquences, des bénéfices à tirer. C'est ce que nous sommes en train de faire, raison pour laquelle il y aura une réunion préliminaire avant la COP 27, je crois, prochaine. Oui. Il y aura une réunion ici, chez nous, pour essayer de voir... Ça sera en Égypte ou au Maroc? En Égypte. Je n'ai pas encore la précision, mais la réunion aura lieu chez nous, la pré-COP, pour préparer la grande réunion. C'est-à-dire que dès lors nous commençons à abriter ces genres de réunions, nous commençons à manifester notre leadership, je crois que les choses vont évoluer, nous allons nous battre pour les dividendes qui nous reviennent de droit. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission qui a reçu Monsieur Guibao, un haut cadre de l'UDPS, avec qui nous avons décrypté la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, que ce soit à l'est, tout comme à l'ouest et au nord. Nous n'avons pas encore abordé avec vous la question de l'Équateur, parce que l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République centrafricaine a parlé de troupes rwandaises qui s'apprêteraient à entrer par l'Équateur. Ça, on ne doit pas se voiler la face. Donc le pays est quadrillé. Est-ce qu'ils sauront prendre ces grands Congos? Je ne sais pas. Avez-vous une petite question, peut-être une préoccupation que nous n'avons pas évoquée ici dans une minute? Bon, peut-être dire qu'ils ne sauront pas prendre le Congo parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ils sont inférieurs par rapport même à la grandeur du pays. Ils n'auront pas les moyens, ils n'auront pas la possibilité. Peut-être de nous déranger de temps en temps, nous provoquer de temps en temps, ça c'est faisable. Ce qu'on peut dire par rapport au phénomène Koulouna, peut-être rassurer l'opinion que les autorités sont en train de se pencher sur cette question-là. Ils essaient de répondre. D'ailleurs, la réponse avait déjà commencé avec le groupe qui a été envoyé à Kanyama KCC. Je crois que pour le reste, il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau des responsables de la police pour faire face à cela. Au-delà de ça, l'État doit équiper aussi la police. Il faut augmenter l'effectif. Il faut donner le moyen à la police et la collaboration de la population, parce que il y a des Koulouna qui sont connus, leur identité, leur lieu de résidence. Malheureusement, ils sont cachés. Il y a certains citoyens qui ne collaborent pas avec la police. Ça fait partie aussi des difficultés. Nous devons nous réveiller tous, prendre conscience de notre sécurité, dénoncer tous ces criminels qui sont en train de détruire notre pays à travers les rues, les quartiers, les avenues que nous avons à Kinshasa et partout ailleurs. Mesdames et messieurs, c'est par là que prend fin cette émission, notre émission entretien, spécial entretien qui recevait pour vous M. Guibao, qui est un haut cadre de l'UDPS, avec qui nous avons décrypté la situation sécuritaire en République démocratique du Congo en général, et plus ici à l'ouest où nous sommes en particulier, notamment à Kwamutu, qui est la porte d'entrée de Kinshasa. Nous avons également parlé du discours du chef de l'État à l'ONU qui a été salué par les uns et boudé par les autres, c'est la démocratie. Nous avons aussi parlé de ce qui paraît être une justice à double vitesse. On capture aujourd'hui, on relâche demain. Et nous allons revenir avec d'autres sujets d'actualité. À ces moments-là, nous allons encore vous mettre dans les bains de tout ce qui se passe. Monsieur Guibao, je vous dis merci. Merci. Chers téléspectateurs, nous avons l'obligation de vous dire merci d'avoir suivi cette émission. Vous suivrez également la même émission à la 102.2 MHz, c'est-à-dire Trinitas FM. Merci et à très bientôt.